on a dû te ramener à la case départ à un certain moment. Oui. Il y avait un pays, le Guatemala. Le Guatemala. Le Guatemala, là-bas, la police est stricte. C'est-à-dire que on vous trafique la nuit. Le départ, c'est à partir de 19h, 20h. Il faut contourner les postes de police. On vous sait là. Bon, malheureusement, la police nous a pris en coup de route. On nous a ramenés jusqu'à la frontière avec le Costa Rica. On rentre là-bas avec vous. Arrivé là-bas, vous êtes obligé de repayer pour reprendre la route. La deuxième fois, c'était je vous avais promis aller à la rencontre de Paul, qui, après tout son périple, est enfin arrivé aux États-Unis. Nous, on ne conseille pas le beaux-arts, comme on aime bien dire au Cameroun, c'est-à-dire voyager par la forêt, la mer ou l'océan. Mais lorsque le frère est arrivé ici, on a dit on va pas baisser la garde, c'est parce qu'il est passé par ce chemin qu'on va l'ignorer. Et comme je vous ai promis, nous sommes allés à sa rencontre. Et sur cette chaîne YouTube, Petit Voyageur, j'espère que tu es abonné. Parce qu'il va nous dire, il va vous dire, ensemble, il va nous dire ce qu'il a traversé comme difficulté pour arriver jusqu'aux États-Unis. Alors, avec Paul, nous allons en parler. Ok, après cette introduction, comme je vous ai dit, mon rêve dans tout ce que je fais depuis le début de cette mission aux États-Unis, je ne savais pas pourquoi je venais aux États-Unis, pourquoi j'ai quitté même le Cameroun. Et même quand je me retrouve en train de faire le trucking, le métier de chauffeur camionneur aux États-Unis, mon rêve, mon but était de pouvoir former un seul Camerounais, un seul Africain et qui puisse prendre la relève. Aujourd'hui, je suis comblé, je suis très fier parce que Yann, ça serait un exemple, hein. Yann est un frère africain et aujourd'hui, il est chauffeur camionneur. C'est un parmi tant de personnes que nous avons formées dans le métier de chauffeur camionneur, nous avons orienté et qui est fier de prendre la relève et nous espérons qu'il va continuer la mission. Aujourd'hui, au nom de la Fondation Héritage des Petits Voyageurs, nous nous sommes dit, si c'est une seule personne, un frère camerounais, ivoirien, tchadien, malien, sénégalais, qu'on peut assister dans l'intégration, dans les procédures d'immigration, dans le fait de changer sa vie avec nos ressources, nous allons le faire. Aujourd'hui, je ne suis pas dans le camion, je suis dans mon véhicule personnel et nous sommes allés à la rencontre, comme à l'introduction, du frère Paul, que vous voyez là. Nous sommes aujourd'hui ici aux États-Unis. Il va s'introduire lui-même. Il va vous dire, il va partager avec nous son parcours, comment il fait pour arriver aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'il est aux États-Unis, comment est-ce qu'on se rencontre même. Donc, on espère parce que ce qu'il a traversé, il a pris la peine de m'expliquer, ce qu'il a traversé émotionnellement, psychologiquement même, je puisse vous dire, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont traversé ce que lui a traversé, d'autres qui ont fait pire, qui ont eu à vivre pire. Donc, si il se sent psychologiquement capable, il va partager avec nous son parcours jusqu'ici aux États-Unis. Et si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas. S'il peut répondre, il va répondre en commentaire. Si vous pouvez faire quoi que ce soit pour lui, si vous pouvez, quelle que soit l'assistance, quel que soit le conseil, quel que soit le soutien, un simple courage est important, croyez-moi. Les États-Unis, ce n'est pas donné, ce n'est pas facile comme vous pensez. Donc, je suis Sergio, pour ceux qui ne me connaissent pas, Petit Voyageur pour plusieurs, au nom de la fondation, comme je disais, nous sommes allés à la rencontre de Paul, qui est un frère camerounais. Donc, c'est une bénédiction d'ailleurs, que ce soit un Camerounais, un Africain. Comment tu te sens aujourd'hui? Bon, je pense que au moins pour aujourd'hui, je peux dire l'apport psychologique n'est pas si mal, de savoir déjà que ça c'est l'un des rares moments où je peux partager avec un frère, ce qui n'est pas déjà trop facile sur place. En effet, moi je m'appelle Paul. Je suis aux États-Unis il y a de cela 3 mois. Oui, je suis basé à Ohio, je suis atterri à Ohio.
Je suis venu aux États-Unis passant par le Brésil. J'ai traversé la forêt amazonienne. Je contournais tous ces routes de Nicaragua, tout ça. Je suis entré par le Mexique en fait. Bon, ce qui n'a pas été facile. Un instant, Paul. Lorsqu'il nous parle du Mexique, il nous parle d'entrer par ici, par le Mexique, vous savez, il y a plusieurs. Moi, personnellement, je conseille, j'assiste, je voyais mes vidéos. On parle de la route, on parle de l'avion, de l'oiseau, comme on dit au Cameroun. On parle des voies légales. Mais lorsque j'ai entendu parler de lui, qui était déjà ici, je ne pouvais pas ne pas le rencontrer et lui apporter mon soutien. Donc, il faut le savoir, il faut le dire, il faut le savoir. C'est déconseillé. Parce que, et peut-être que j'ai eu la chance de le voir ici aux États-Unis. Ce n'est pas avec mon soutien, ma force, qu'il est arrivé ici. Je l'ai rencontré ici. Et j'espère que nous allons apprendre de son parcours et nous allons comprendre pourquoi je déconseille aux gens de passer par la voie qu'il a traversée. Écoutons, donc, Paul, lorsque tu dis arriver ici, dans quelles circonstances tu te retrouves en train de quitter? Tu as dit que tu étais Camerounais? Je suis Camerounais. Dans quelles circonstances tu te retrouves en train de quitter même le Cameroun? Et comment ça s'est passé? Oui, en effet, vous savez, sur la route, on rencontre des histoires. Mais chacun a finalement son histoire, ce qui le pousse à prendre des décisions. Je suis un homme qui naît dans une famille d'une femme qui a 6 enfants. Mais, à ma naissance, mon père décède 3 mois après ma naissance. Déjà, tout bébé, même sans pouvoir m'asseoir, je suis déjà orphelin. Ma mère, jeune femme qu'elle était, très jeune, j'étais le 2e enfant, ça veut dire qu'elle était dans la vingtaine. Elle s'est mise à se débrouiller. Ce que j'ai connu plus tard, que c'était même ma mère, parce que j'ai grandi avec mon oncle, qui lui aussi financièrement à un moment donné était abattu. Bon, on devait affronter la vie. C'est pourquoi on s'est lancé, fait le pouce, la moto en Konsamba, puisque je suis né en Konsamba, la moto. J'ai travaillé à Patenon, si vous connaissez Patenon en Konsamba, boulangerie La Grâce. Bon, j'ai quitté Konsamba. Je suis d'abord allé à Yaoundé chez mes amis, que je n'avais personne, j'ai trouvé les amis. J'ai vendu les noix de coco à Yaoundé. Mais, pendant que je me battais, en 2002, on a lancé le recrutement militaire. J'ai décidé de rentrer faire le recrutement militaire. Mais j'avais cotisé mon argent à Yaoundé, j'avais plus de 100 quelque chose de 1000. Donc quand je rentre, je mets tout ça dans le recrutement militaire. Ce n'est pas possible de passer ça. Je n'ai pas pu être recruté. Qu'est-ce qui t'oblige en fait de devoir quitter le Cameroun? Qu'est-ce qui t'oblige de te retrouver aux États-Unis aujourd'hui en catastrophe? On comprend les circonstances de la vie, les difficultés sociales, le quotidien, que d'ailleurs dans nos pays africains, c'est dommage, mais c'est la réalité. Économiquement, ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui t'oblige de devoir quitter le Cameroun et prendre la route, arriver ici aux États-Unis par le Mexique, le Brésil, le Nicaragua? Tu vois, c'est pourquoi j'arrive à Maba et j'engage mes travaux à Maba. Bon, Maba, c'est une ville frontalière. Les anglophones sont là, nous travaillons avec les anglophones, comme je t'ai bien dit. Mais les anglophones ont 2 côtés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis obligé d'entrer dans le côté anglophone, puisque même des gens sont anglophones aussi. Bon, on était obligé de sympathiser, eux et moi, puisque déjà, si hier j'ai d'abord voulu faire l'armée, aujourd'hui je me retrouve en train de travailler dans la zone anglophone, ça veut dire que si j'étais entré à ce moment et que tout avait marché, c'est moi qui serais comme ça en train de tuer mes propres frères, ce qui n'était pas mon objectif. Donc je me retrouve en train d'entrer dans la politique parce que nous on s'imagine que le président Kamto, c'est quelqu'un qui à un moment donné
Donc, je me retrouve dans ça parce que je m'imagine que quelqu'un qui peut vraiment nous aider qui peut vraiment aider la jeunesse aujourd'hui, ce n'est que le président Maurice Kamto. C'est pourquoi nous sommes obligés aussi. En même temps, je protège le côté de mes frères qui sont anglophones aussi. Mais maintenant, pendant qu'on nous prend la dernière fois, là, je travaille dans la zone anglophone. Nous, pendant les 13, là, les leaders, là, je suis plus avec les anglophones. Là, maintenant, nous sommes pris comme les terroristes. Là, nous sommes directement les ambassadeurs. Ils pensent que c'est nous qui finançons la guerre. Voilà où je me retrouve maintenant entre la politique, entre le terrorisme à la fois. À un moment donné. Donc, c'est là où je me retrouve maintenant en plein problème. Oh, pour un départ, je suis comme ça en train de vouloir protéger les intérêts de ma famille. Mais quand on parle déjà de terrorisme, quand on dit que je dois sponsoriser le terrorisme, là-bas, c'est quelque chose qu'il faut même seulement nous abattre. C'est pourquoi, de toute urgence, je saute. J'ai trouvé un moyen parce que j'avais une voiture. Je prends un collègue qui m'accompagne à Douala. Je me suis caché à Douala. Je me suis caché à Douala pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce que je me retrouve, un collègue me pose la possibilité de sortir du pays parce que là, je me retrouve vraiment en danger. Si on me prend, je ne peux ni échapper pour le MSC, ni pour le financement de la guerre au Nozo. Là, il me propose d'aller. Mais comme j'avais un ami aussi au Congo, qui je lui livrais les tomates quand j'étais producteur de tomates, je l'appelle, je l'explique ma situation, ça ne va pas. Il me dit, trouve le moyen d'arriver au Congo. Mais en passant par la voie légale, c'est-à-dire prendre le billet d'avion pour le Congo, on va me détecter. C'est là où je prends la route à voiture. Je me retrouve en termes à la frontière du Congo. C'est là où, dans le mois d'avril, je traverse au Congo. C'est là où j'arrive au Congo, Brazzaville, je trouve cet ami. C'est là où il m'a aidé à constituer le dossier qui m'accompagne laissé à l'ambassade du Brésil au Congo. Je suis allé laisser le dossier à l'ambassade. On a composé le dossier complet. On est allé laisser à l'ambassade, déposer à l'ambassade du Brésil au Congo. C'est là où j'ai demandé le visa pour le Brésil. Bon, 2 mois et demi après, je me rappelle, c'était le 28 juin. On nous a appelé, on nous a donné mon visa. C'est là où le 2 matin, je prends le vol pour le Brésil. Et quelles que soient les raisons qui nous obligent de quitter notre pays, que ce soit économique, politique, religieuse, quelles que soient les raisons, c'est personnel. Et c'est chacun qui sait pourquoi c'est chacun qui sait pourquoi est-ce qu'il vit, c'est chacun qui sait pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il a fait. Mais nous, on veut maintenant savoir, lorsque tu arrives au Brésil, quelles sont ces difficultés-là que tu rencontres? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a tenu la main? Est-ce que tu avais l'argent pour financer le voyage? Est-ce que tu savais même où tu partais? Quelles sont ces difficultés-là que tu rencontres quand tu parles du Brésil? Quels sont les pays que tu as dû traverser? Parce que moi, je n'ai jamais fait la route. Je suis un voyageur. Ceux qui disent que oh, tu es grand voyageur. Je ne suis pas moi grand voyageur. Je suis petit voyageur. Parce que je n'ai jamais fait, je n'ai pas encore fait la route. Je n'ai pas encore retracé la route que tous ces frères font, passant même par la Tunisie et même par le Mexique. Ça, humblement, je le dis. Donc, du coup, quelles sont ces difficultés-là que tu rencontres du Brésil, Nicaragua, Mexique, jusqu'à arriver ici? Oui, bon, le parcours, c'est un parcours, on ne peut pas vraiment conseiller quelqu'un. On ne peut pas conseiller quelqu'un, mais je me dis à ma façon que chacun sait pourquoi il se retrouve dans cette situation. Parce que moi, je me retrouve là-bas, pas parce que j'aurais vraiment voulu, mais parce que je me retrouve dans l'obligation d'emprunter cette route. Et c'est sur la route que je découvre beaucoup de choses. Je vais dire, quand j'arrive, je prends le vol. La règle numéro 1, c'est d'abord d'atterrir au Brésil. Oui, j'atterris au Brésil. Mais déjà, avant de quitter... Est-ce que tu parlais le brésilien, la langue là? Est-ce que tu parlais même le portugais, c'est l'espagnol? Tout le long là, c'est presque le portugais, l'espagnol. Tout ce que je peux comprendre un peu, c'est l'anglais. Parce que j'ai fait la zone anglophone. Mais là-bas, le portugais, je suis arrivé au Brésil, je me suis égaré. Mais cependant, avant de quitter le Congo, j'ai eu le contact
d'une personne que je ne vais pas citer son nom ici, qui devait m'accueillir au Brésil. Au Brésil, je suis arrivé, j'ai trouvé cette personne. Bon, qui n'a pas été facile. J'ai fait quelques jours avec cette personne. Là-bas, le Brésil était un endroit où on rencontre plusieurs personnes qui viennent de tout pays. Là-bas, ils reconnaissent quand même les pays en difficulté, en fait, ce qui ne dérange pas. C'est où la femme là, cette femme décide de m'orienter selon là où je trouve que ça peut être favorable. Mais je m'étais déjà fixé que les États-Unis, c'est un pays de paix. Si tu es déjà aux États-Unis, je pense n'importe comment ils peuvent te couvrir. Nous étions même plus que les bœufs, puisqu'on ne peut pas retracer la route du Congo et du Brésil jusqu'au Mexique. Par exemple, dans mon cas, je prends du Mexique où j'ai pu passer 2 jours, ce n'était qu'en Colombie. Je n'ai que passé 2 jours là-bas en Colombie. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui est comme un démarcheur sur la route. Il vous prend, on vous vote un montant à verser. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous asseoir, suivre ce qu'on vous dit. On doit voyager jour et nuit. Jour et nuit. Parce que si tu t'arrêtes là, la police te prend. Dans la voiture, tu dois être prêt à un endroit où, si on sent qu'il y a le contrôle devant, vous irez aux toilettes. Vous vous bloquez aux toilettes. Même si on a fait les trucs là partout, vous êtes obligé de vous bloquer jusqu'à ce qu'on traverse le contrôle. Donc, nous étions obligés de voyager jour et nuit. Le trafic là-bas, puisque c'était comme le trafic pour nous, puisque tu dois sortir d'une voiture, entrer dans l'autre. C'est pas le genre que tu sors, tu marches, tu traverses la route, tu vas de l'autre côté. Non. Quand on te porte là, tu dois sortir d'une voiture. Une autre voiture est déjà prête. C'était comme un trafic. C'est comme si nous étions les bœufs. On nous déporte d'une voiture à l'autre. Nous, on voit seulement les places dans la journée, comment ça se passe. Mais tu ne peux pas connaître, tu peux lire à tel carrefour que voici tel endroit. C'est comme ça que le premier contrat est allé jusqu'à nous laisser en Colombie. En Colombie, là-bas, le premier contrat expire. Il faut signer un deuxième contrat pour entrer dans la forêt amazonienne. C'est-à-dire la forêt qui sépare la Colombie jusqu'au Panama. C'est là-bas qu'il faut signer un contrat. Le contrat va de la Colombie traverser l'eau, la forêt, jusqu'à vous laisser à la frontière du Panama. Celui-là doit s'occuper, on va vous mettre les bracelets, vous avez les camps où vous allez passer la nuit. Il y a un endroit où on va vous transporter pour raccourcir le chemin avec les chevaux, tout ça. Mais le jour même où on va traverser la forêt, on vous regroupe. C'est des milliers de personnes. Ça, il faut voir. On se lève à 6 heures, on fait la prière, on prend la route. J'ai fait pratiquement 3 jours de marche, puisque j'ai fini la Colombie jusqu'à atterrir dans la frontière panaméenne en une journée. Ouais, en une journée. Le second jour, ça m'a permis de marcher dans l'eau jusqu'à sortir au camp du Panama. Donc tout ça m'a pris 3 jours pour franchir toute la forêt du Panama. Arriver au camp du Panama. Là-bas on s'est fait enregistrer. Et il y a les bus de l'État là-bas qui vous aident à vous amener, vous payez, on vous amène à la frontière avec le Costa Rica. C'est comme ça qu'ils nous portent, ils nous amènent à la frontière du Costa Rica. Du Costa Rica, on va prendre le Nicaragua. Bon, vous savez que on ne peut pas retracer ici exactement son parcours ou bien aider ces personnes-là qui pensent qu'arriver aux États-Unis, ils peuvent le faire comme d'autres personnes le font en passant par le Brésil. Et comme M. Paul l'a fait, il faut comprendre que comme il a dit, c'est invivable et il ne le conseille pas. Tu m'as fait savoir qu'on vous a récupéré à un certain moment. On vous a récupéré et parce que tu n'avais pas de l'argent, on a dû vous ramener parce qu'il parlait de différents pays, Panama, Brésil, tout ça, Mexique. Tu m'avais fait savoir que quand tu as traversé 2 pays, on a dû te ramener à la case départ à un certain moment. Oui.
il y avait un pays, le Guatemala. Le Guatemala. Le Guatemala, là-bas, la police est stricte. C'est-à-dire que on vous trafique la nuit. Le départ, c'est à partir de 19h-20h. Il faut contourner les postes de police. On sait là. Bon, malheureusement, la police nous a pris en coup de route. On nous a ramenés jusqu'à la frontière avec le Costa Rica. On rentre là-bas avec vous. Arrivé là-bas, vous êtes obligé de repayer pour reprendre la route. La deuxième fois, ça s'est bien passé. Nous avons traversé. Mais maintenant, le grand frère, c'est le Mexique. Le Canada est une destination d'immigration la plus populaire pour de bonnes raisons. Des villes sécuritaires, une excellente qualité de vie et une éducation exceptionnelle. Parce qu'immigrer est un projet de vie, le cabinet d'immigration Prestige Express vous offre un accompagnement optimal et sécurisé pour vos procédures de résidence permanente, permis de travail, permis d'études, visa visiteur et demande d'asile, en plus d'un accès privilégié et exclusif à votre profil. Le Mexique, l'immigration là-bas, c'est la mort. Parce que le Mexique, tu entres à... Ouais, je ne veux pas le laisser parler du Mexique ici. Je ne veux pas aider, comme je le disais, je ne veux pas aider nos frères qui ont ces intentions voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, posez des questions. Mais sachez que au Mexique, moi je peux vous dire, parce que même ici nous avons les informations, le Mexique, c'est un pays de trafiquants. C'est un pays où l'esclavage humain, on parle du trafic humain est encore accentué, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants. Au Mexique, le trafic humain est vraiment avancé. La drogue est avancée, ou même quand si tu ne veux pas, on va te mettre la drogue dans le ventre pour te faire traverser, ou alors on va t'utiliser, soit pour la prostitution, soit pour quoi que ce soit. Donc je ne vais pas le laisser continuer avec le Mexique parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tout dire ici, on ne va pas tout dire, on ne va pas se permettre de donner les étapes ou bien les différents pays, les différentes choses qu'il a dû faire pour réussir à venir aux États-Unis. C'est son histoire. Il a été béni, il a été chanceux, il a eu l'opportunité d'avoir des personnes sur son chemin parce que même avec les moyens, il m'a dit même avec les moyens, ce n'est pas garanti parce que on t'attrape, on te vide les poches. Comme il a dit, on te vide les poches, ils prennent tout ce que tu as. Tu comptes sur qui? La famille au pays, tu es en contact avec personne. Qui aux États-Unis? Personne. Donc, c'est vraiment, c'était la volonté de Dieu. Et s'il est là aujourd'hui, on dit gloire à Dieu, on dit merci. Avant de clôturer la vidéo, est-ce que maintenant que tu es aux États-Unis, est-ce que tu as rencontré des personnes qui t'aident, qui t'assistent, même seulement parler comme nous sommes en train de parler là, psychologiquement, je sais que ça aide parce que moi-même j'ai traversé des choses que voilà, je ne me permets pas de parler, je ne parle pas de moi aujourd'hui, que le simple fait de parler avec un frère africain, ça aide, c'est sentir la bienvenue, ça aide. Et au nom de la fondation, c'est ce que nous faisons, l'intégration aussi, aller vers des personnes et dire ok, sois le bienvenu. Qu'est-ce qu'on peut faire davantage? Et si nous on peut, on va le faire. Donc, depuis que tu es arrivé, Monsieur Paul, est-ce que tu as rencontré des personnes qui te tendent la main, qui t'ont tendu la main, des personnes qui, au moins qui t'ont accueilli? Est-ce que tu penses, est-ce que tu as vu le bout du tunnel? On va le dire ainsi. Est-ce que tu crois que maintenant que tu es là, sur le sol américain, le sol, comme le drapeau qui est derrière toi là, où la liberté est vraiment libre, est-ce que tu crois que, est-ce que tu es arrivé au bout du tunnel? Tu es à l'aise maintenant, tu es en paix maintenant, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu te sens comme un Américain? Arriver aux États-Unis, c'est encore une autre étape qui n'est pas ici devant, parce que quoi qu'on est arrivé, c'est où on se rend compte c'est où le travail commence. En effet, aujourd'hui est comme un jour, je remercie déjà. Parce que ça, c'est la deuxième journée. J'ai pu aller dans un bon magasin manger. L'autre jour, grâce à vous, je remercie déjà. Aujourd'hui, je remercie déjà. J'ai vu la facture qui était là à 300. Non, faut pas. Non, il faut... Je ne sais quand est-ce que j'aurai encore la possibilité de vous rencontrer. Tu vas faire, les gens vont perturber la fondation. Il faut honorer quelqu'un quand il est en vie. Ou bien demander à dire à ces gens qu'ils ont besoin de téléphone. La fondation n'a pas l'argent, Monsieur Paul, la fondation n'a pas l'argent. Nous comptons sur les contributions des donateurs. Je profite
je profite, donc je vais profiter là. Je compte sur les dons de ceux-là qui nous soutiennent, qui veulent le soutenir, qui veulent nous assister, parce que c'est ce que nous on fait. On descend sur le terrain, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe. Là, on va parler de l'Europe. Avec les moyens que vous mettez à disposition de la fondation, on va continuer à faire. Peut-être aujourd'hui, les entreprises petits voyageurs ont fait ce que nous avons fait aujourd'hui. Mais lorsque la fondation est mise sur pied, comme on vient, ça fait 2 mois seulement qu'on a créé. C'est ce que nous faisons. Donc, il n'y a pas un fonds qui est dédié pour payer. On l'a acheté un pantalon jean, une chaussure et un chapeau, comme vous voyez qu'il porte là, rien d'autre. Et on a mangé ensemble. Parler de la vie aux États-Unis. Ok, il veut parler de la vie aux États-Unis. Je croyais que j'étais arrivé. Mais d'abord, la situation dans laquelle je suis arrivé, ça veut dire, faire cette route déjà, tu arrives, tu as un aspect physique qui n'est pas déjà bien. Bon, maintenant aux États-Unis, mais vous savez, quand on parle des États-Unis, nous connaissons en Afrique la façade positive des États-Unis. Mais déjà aussi aux États-Unis, tout ce qui est négatif. C'est comme ça que j'arrive aux États-Unis. C'est-à-dire qu'avoir la possibilité de dire bonjour à quelqu'un et t'accepter, c'est un jour de gloire. Parce que moi, toute personne que je salue pour prendre un renseignement, c'est celui qui a fait à un sans-abri ou alors à quelqu'un qui veut le soutirer. Ça fait que ce n'est même pas déjà évident. Et vous imaginez comment ça fait de savoir que vous allez vers quelqu'un pour saluer. Il ne te permet même pas la salutation. C'est là où l'étape devient encore plus difficile. Parce que s'il faut se renseigner à savoir comment commencer la vie, mais que tu n'aies même pas la possibilité d'affronter quelqu'un, c'est dans la détresse que j'ai eu la possibilité de vous écrire. En effet, je m'imaginais que, puisque physiquement, je ne peux pas avoir un contact avec quelqu'un, c'est là où j'ai décidé de rentrer dans les vidéos de la structure Petit Voyageur, où je me suis inscrit, on m'a accordé, où je me suis exprimé de ma situation, la situation que je traversais. Dieu merci, vous avez eu le temps de m'accorder et de m'écouter, que je remercie déjà. Mais ici, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a une autre réalité. Voilà, une parenthèse d'ailleurs, parce que c'est une histoire que lui il a partagée avec moi, que plusieurs ici aux États-Unis ont déjà vécu. Une jeune soeur qui arrive et comme il a dit, il me l'a dit de ses propres mots, elle est morte pendant 7 mois avant de respirer. Elle était morte pendant 7 mois parce qu'elle était nouvelle. Elle arrivait ici aux États-Unis nouvellement et on leur a fait savoir que si elle sort, c'est ça non? Si elle sort, elle met son nez dehors, elle parle à quelqu'un, la police va l'arrêter. Elle est frustrée, peur, nouvellement arrivée, c'est l'Amérique. Elle est restée à la maison pendant 7 mois. Donc, M. Paul, il m'a dit, cette fille était morte pendant 7 mois et toujours quelqu'un qui l'a aidé et sorti de la maison et elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ce n'est pas évident. Donc, arriver ici, ne croyons pas que parce que c'est l'Amérique, parce qu'on voit ces jours, ce n'est pas évident. Pas du tout. Et il traverse ce qu'il traverse aujourd'hui. On ne va pas entrer dans les détails de sa vie aujourd'hui. Peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être lorsque M. Paul sera un petit voyageur officiel. Il est déjà un petit voyageur. Nous sommes tous les voyageurs. Un même petit voyageur qui peut prendre le relais de ce que moi je fais aujourd'hui. Nous allons revenir et lui, il va nous conter l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est ça l'objectif. Pouvoir aider en espérant que toi aussi, tu puisses aider une autre personne. La bénédiction, ça ne vient pas, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est derrière ce que nous faisons. C'est ce que c'est comment nous répondons à cette bénédiction, à ce que nous recevons là, qui est une bénédiction. Donc, nous espérons, au nom de la Fondation Héritage et les entreprises Petits Voyageurs et tous ceux qui nous regardent, nos fans, nos amis, nos donateurs, nous espérons que cette rencontre puisse te donner de comprendre que oui, la vie est difficile, mais il y a toujours espoir. Tant que tu es battant, il y aura toujours espoir, il y aura toujours quelqu'un qui va tenir ta main. Qu'est-ce que tu peux dire en dernier mot à ceux qui te regardent, ceux qui veulent faire la route comme toi? Il y a plusieurs qui sont en ce moment en train de faire la route. Je connais plusieurs qui sont au Brésil, qui m'écrivent. Écoutez, je ne peux pas vous aider. La Fondation ne peut pas vous aider. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui s'apprêtent à prendre la route, qui sont encore en Afrique, oublient le pays, sont encore en Afrique, qui veulent prendre la route, et ceux qui sont ici, ou quelqu'un qui veut même t'aider en Afrique, et si quelqu'un veut t'aider, comment est-ce que quelqu'un peut t'aider, te contacter par exemple? Ici, je ne peux pas dire que quelqu'un peut me contacter. Néanmoins, si quelqu'un veut me contacter, il peut passer par la Fondation
petits voyageurs. Parce que moi, là, où je suis là, il n'y a pas une possibilité. Je ne peux pas faire un retrait d'argent, je ne peux rien faire. Je suis sans activité. Et le plus difficile même, c'est d'être sans activité ici dans ce pays. Je prie tous ceux qui suivent l'émission Petits Voyageurs que si, je vous prie, si quelqu'un a une idée d'un truc qui peut me contenir, un petit boulot qui peut m'aider déjà à subvenir à mes petits besoins pour le moment, qu'il n'hésite pas. Et nos frères, ce serait la bienvenue, bien sûr. Et nos frères qui sont encore au Bécaye, en Afrique, qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce que moi, je ne peux pas dire quelque chose que je n'ai jamais vécu. Il reste humble. Selon mon expérience, chacun a sa tête pour savoir ce qu'il veut. Selon mon expérience, je pense que ici, depuis que je suis entré dans ce groupe, il y a beaucoup de possibilités pour ceux qui sont encore en Afrique. Parce que déjà, même l'argent que nous dépensons sur la route est 3 fois plus élevé que si quelqu'un veut aller par la route normale. Dans juste le montant brut global, un montant estimé, la moyenne, pas petit, pas le minimum, le maximum, la moyenne que tu as eu à dépenser ou bien que tu penses que les gens ont dépensé sur toi jusqu'à ce que tu arrives ici. Il ne va pas croire, mais moi, pour arriver il faut le dire aux États-Unis, j'ai dépensé en moyenne 13 millions. Si j'avais dit moi-même de ma bouche, je n'allais pas 13 croire. millions, mais sur la route que j'ai empruntée, si quelqu'un dit qu'il n'a pas dépensé, il doit dépenser et qu'il apprête au moins 9 millions. Or, aujourd'hui, déjà arrivé, bon, nous on ne peut plus rentrer en arrière, mais il y a des possibilités plus faciles que ça, sans souffrir comme nous avons souffert là. Il suffit simplement d'entrer en contact avec l'équipe Petits Voyageurs, ils vont vous orienter. Mais si quelqu'un emprunte encore la route, là, je ne peux même pas conseiller à quelqu'un d'emprunter cette route. Parce que si quelqu'un emprunte cette route et qu'il est encore pauvre financièrement, ça n'a pas de cas encore, c'est plus grave. Or, il y a des voies plus faciles. Des voies plus faciles qu'avec même, je ne veux pas citer le montant, mais s'il entre en contact avec, si quelqu'un suit déjà cette émission, ça veut dire qu'il sait déjà comment il peut contacter la structure Petits Voyageurs. Là-bas, c'est plus moins, parce que j'ai aussi même des exemples, quelques petits exemples qu'on m'a fait découvrir sur place. Pour ceux qui n'ont pas eu à subir ce que j'ai subi, qui sont venus avec un statut moyen, déjà pas très bien, mais moyen, que l'arrivée n'a pas été très difficile comme ma part. Donc, pour celui qui est en Afrique, qui pense voyager, ça dépend de la raison qui l'amène à voyager. Il faut contacter l'équipe Petits Voyageurs. Je pense que votre problème sera mieux résolu que la route. Nous remercions ceux qui ont pris la peine d'écouter jusqu'à maintenant. C'est une très longue vidéo. Même lorsque je vais faire les découpages, ça va rester une très longue vidéo. Au moins c'est de 30 minutes, au moins 45 minutes peut-être. Et nous vous disons simplement merci. On peut pas mesurer le temps que vous prenez, les gigas, l'internet que vous mettez, ou bien les connaissances que vous recevez ici, ou les commentaires, les conseils que vous mettez en commentaire d'ailleurs, ou bien si quelqu'un est ici aux États-Unis, que ce soit au Ohio, au Maryland, au New Jersey, ou que tu sois même au Texas, ou même en Californie, où que tu sois, il est déjà aux États-Unis, ok? Sans le juger, sans le pointer du doigt, sans être négatif. Restons positifs, vous savez comment on fait dans notre groupe. On dort encore dehors, hein? Voilà. On dort encore dehors, hein? Voilà, donc du coup, j'ai pris la peine de le rencontrer pour que vous écoutez son histoire de sa bouche. Le plus souvent, c'est moi qui raconte. Et je ne rencontre pas les Camerounais ou bien les Africains ici parce que je ne veux pas. Mais c'est quand il y a des cas vraiment sérieux. Ou alors quand je vais former quelqu'un ou bien quand je vais vraiment, je vais descendre sur le terrain. Si j'ai les moyens, je vais continuer à le faire. Si Dieu me donne d'avoir les moyens, je vais continuer à le faire. Si vous nous assistez, vous nous accompagnez dans cette fondation, dans cette mission, dans cette vision, on va continuer à faire. S'il faut même aller jusqu'au Mexique, aider. Parce que un secret que je vous donne, quand tu es au Mexique, c'est même plus un secret. C'est important, même pour nos frères qui sont calés là-bas. Le fait d'avoir une adresse, le fait d'avoir un numéro de téléphone, le nom de quelqu'un et une adresse vous donne de sortir du camp. C'est l'une des seules conditions. Sinon, tu vas rester dans un camp de détention pendant des mois, ils peuvent vous faire entrer parce que vous n'avez personne, aucun contact. Donc, cette fondation est aussi là pour ça. S'il faut qu'on aille sur place, tenir la main de nos frères africains pour les aider
assister. On n'encourage pas la route Mexique, la forêt, l'océan, on n'encourage pas ça. Mais s'il faille sauver des vies, on ne va pas hésiter. C'est pour ça qu'on a fait la fondation. Mais nous avons besoin on a besoin de toi. On a besoin des finances. On a besoin des personnes intellectuelles. On a besoin des experts, des avocats. On a besoin. Le besoin est ce dont on a besoin. Il y a les ressources. Il y a les gens qui peuvent, mais il n'y a pas les moyens. Donc, Monsieur Paul, on n'a rien à t'offrir, mais au moins le soutien psychologique, moral, l'assistance. Tu as mon contact. Tu as mon contact direct. Bref, tu as mes numéros. Tu sais comment me joindre, tu sais comment nous joindre. Et vous aussi, n'hésitez pas. Un dernier mot et on va couper. On ne peut pas, à mes frères camerounais, à mes frères africains en fait, parce qu'en route on était presque une famille de tous les pays, on formait une famille. Réfléchissez bien pour ceux qui pensent prendre la route. Réfléchissez encore mûrement. Je pense que la meilleure façon d'éviter ça, d'éviter, puisque nous on a traversé sur les côtes en route. Or, avec une structure comme pour petits voyageurs, vous dépensez. Vous n'avez pas beaucoup dépensé comme nous avons souffert et dépensé là. Avec eux, ça va être moins cher. Vous arriverez dans de bonnes conditions. Vous n'allez pas souffrir autant que nous. Parce que nous qui passons par le camp, qui n'avons pas de statut là, c'est encore très compliqué. C'est encore très compliqué. Donc, je pense que pour celui qui veut vraiment voyager parce qu'il trouve que son avenir est du côté des États-Unis, de l'Europe ou du Canada, je pense que la voie normale est la meilleure. C'est ce que je peux conseiller à qui que ce soit. Ok, ouais, ça c'était son conseil. Moi, je ne vais pas donner les conseils aujourd'hui parce que c'est ce qu'il passe le temps à faire. Sur ce, portez-vous bien. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. N'hésite pas de partager cette vidéo avec qui que ce soit. Vraiment, ne nous jugez pas, ne me jugez pas, ne jugez pas le frère, ne jugez pas l'intention, mais seulement l'action. Jugez l'action. Jugez ce qu'on peut faire ensemble, jugez ce qu'il a fait, jugez ce qu'il peut devenir, jugez le devenir de tous ses frères africains. On ne parle pas de nos pays parce qu'on veut, mais pour les contraindre. Si le gouvernement américain a permis aux Camerounais d'avoir le statut TPS, fait la recherche, TPS, d'avoir ce statut de protection, ne me posez pas la question. C'est le gouvernement américain qui a décidé de protéger les Camerounais pour cela. Ce n'est pas moi. Posez-vous les questions et aidons le maximum à avancer positivement dans leur vie. Frère, courage. Merci beaucoup. Et que Dieu te bénisse. Merci. Je suis très content de cette journée, cette demi-journée. Ok. Très bientôt dans notre chaîne, mais on reste en contact. Le plaisir était vraiment partagé. Allez, portez-vous bien, abonnez-vous comme je l'ai dit. À très bientôt dans d'autres vidéos. Si vous voulez d'autres vidéos, d'autres interventions, pareil, vous connaissez des personnes. Hey, c'est Dieu la force. Nous ne sommes que des instruments. À très bientôt. Bye bye.